Alana et la baguette de cristal de Karine Gors. Chapitre 5. Névalis. Après plusieurs minutes supplémentaires de voyage, leur wagonnette s'arrête brutalement sans même avoir pris soin de décélérer un peu. Contre toute attente, ce n'est plus une gare immense comme celle de leur départ, mais juste une arche en cristal parsemée de stalactites sur laquelle des lettres en or forment le nom de Névalis. Il n'y a aucun bâtiment. Le terminus est situé au milieu d'une forêt en pleine montagne. Tandis que tous descendent, le jour se lève enfin alors que la neige continue de tomber. Alana n'en croit pas ses yeux. Le spectacle qui s'offre à elle est tout simplement magnifique. La neige recouvre tout. De majestueux sapins sont entièrement blanchis. Les deux lunes qu'Alana a vues dans le train sont là, non loin l'une de l'autre. La première devient un croissant qui s'amenuise, tandis que la seconde est encore plus ronde et plus rousse. La lune est en train de laisser sa place à la nouvelle lune, qui elle-même disparaîtra dans quelques jours, pour laisser de nouveau la première nous éclairer, lui murmure son père qui s'était approché. Elle se retourne vers lui, affichant un timide sourire, et lui prend la main pour se rassurer, telle une enfant apeurée. Car elle est, il faut bien l'avouer, émerveillée par ce spectacle autant qu'effrayée. « Tu aimes la neige, Alana ?» lui demande Victor. « Oui, j'adore, elle rend les paysages si beaux, » répond-elle enthousiaste. « Eh bien ici, elle est présente tout l'hiver, du premier au dernier jour. » Ils reprennent leur chemin quand un drôle de lapin leur passe entre les jambes. Ils s'arrêtent, les regardent et poussent de petits cris de mécontentement. « Attention où tu mets les pieds, Alana. Les lazulis sont nombreux et courent partout, » la prévient Victor. « Les quoi ?» ?»« Les lazulis, les lapins dans le jargon désenchanté. »« Oh, chérie, regarde comme c'est magnifique. J'avais oublié la vue offerte depuis la gare de Névalis après toutes ces années, » dit Jeanne, visiblement émue. « Oui, tu as raison, mon amour. C'est un spectacle si incroyable. Je regrette presque d'être venue ici en balle au vent. »« Hein ?» dit Alana. « Tu venais ici et en balle au quoi ?» Oui, je dois t'avouer des choses. Le bal au vent est un moyen de transport rapide que nous, les sorciers, utilisons souvent pour se déplacer, répond Rob tout en lui montrant du doigt de drôles de ballons dirigeables qui transportent des personnes. Un par un, les sorciers qui le désirent s'approchent du buisson aux fleurs qui ressemble à des cloches. Ils en cueillent une, soufflent dedans et elle se met alors à enfler tant et tant qu'elle se transforme en un ballon géant qui s'envole dans les airs en soulevant son passager. Cela ressemble assez aux montgolfières qu'Alana a déjà observées dans le monde sans magie. Elle est encore une fois muette de stupeur. Elle observe en effet des sorciers, certains en costume avec leurs mallettes, d'autres en aube, cueillir les fleurs, souffler dedans et être soulevés de terre avant de s'envoler, simplement suspendus par une main à leur balle au vent, qui n'était qu'une fleur quelques secondes auparavant. « Pourquoi tu venais ici ?» reprend-elle, réalisant soudain que son père venait de l'avouer quelques instants plus tôt. « En fait, ma chérie, nous y venions régulièrement avec ton père. Nous devons te dire qu'il n'écrit pas des livres pour désenchanter, mais au contraire, il recense les objets sans pouvoir magique et donne leur signification pour les hauts responsables du SRM. Quant à moi, je ne préparais pas de plantes médicinales pour la pharmacie de notre village, mais je fabriquais des potions magiques que j'envoyais à Névalis. » Alana est si stupéfaite par ces révélations et un peu vexée que ses parents lui aient menti, qu'elle ne trouve même plus la force de répondre. Elle préfère se tourner vers les lazulis et les observer, faisant comme si elle n'avait rien entendu. Ces drôles de lapins sont plus grands que des lièvres, bien portants, et ils ont des yeux violets veinés d'or. Plusieurs d'entre eux leur passent entre les jambes, manquant de les faire tomber. Il y a même des tout-petits qui suivent leurs parents. « Ne t'inquiète pas, ma chérie, ils ne sont pas méchants, mais nombreux, pressés et à la recherche de leur nourriture, » lui explique Jeanne qui, en même temps, en attrape un pour le caresser.
Celui-ci se laisse volontiers faire et la regarde avec des expressions très humaines, ce qui est assez troublant. Le wagonnette siffle et se remet en route, laissant ainsi apparaître leur nouveau moyen de transport. Il s'agit d'un magnifique carrosse à la forme de citrouille, tout en métal argenté. Il est tiré par un châtaigle, un animal au corps de chat géant, pourvu de gigantesques ailes au plumage rougeoyant, un bec, des serres d'aigle et 2 yeux bleus énormes qui, en cet instant, les fixent tous les 4. « Oh mon Dieu, mais c'est quoi ça ?» demanda Lana qui pense que son cœur va s'arrêter de battre dans la minute. « C'est un châtaigle. Il n'est pas méchant. Toutes les créatures que tu vas rencontrer ici sont sans danger pour nous, tant que nous les respectons, bien sûr. Mais il y a tout de même certaines espèces qui sont plus sauvages que d'autres, lui explique vaguement Victor. Il monte les 3 marches qui donnent accès au carrosse, s'installe, puis l'animal s'élance et prend son envol. L'intérieur est aussi incroyable que le wagonnette. Les assises sont en velours bleu, identiques aux yeux de l'animal, et il y a même des repose-pieds massants. Lors de la balade, Alana découvre le paysage pendant que ses parents, eux, le redécouvrent. Ils survolent à présent des montagnes enneigées avec leurs sapins majestueux et au milieu un lac presque translucide avec des icebergs où plongent de drôles d'animaux. C'est quoi ces poissons ? Ils sont géants avec des ailes translucides et une longue corne frontale. Ce sont des licornes, dit Victor. Mais les licornes ne sont pas censées être des chevaux et non pas des poissons ? Questionna Lana. En effet, il y a les licornes terrestres que tu verras aussi à Névalis et les licornes de mer. De cette espèce, il n'en reste plus que 2 et elles sont ici dans ce lac. Il y a plusieurs centaines d'années, les désenchantés les tuaient pour leur propriété de leurs cornes. Ce ne sont pas des poissons mais des mammifères, la corrige Victor. En effet, si l'on râpe leurs cornes, la poussière qui en tombe est remplie de magie, rajoute son père. Cela peut s'avérer utile. Les licornes sont des animaux sacrés pour tout sorcier qui se respecte, mais elles sont surtout l'objet de nombreuses convoitises, autant chez nos congénères que chez les sans-pouvoir. Vous êtes sérieux ? Oh, et puis pourquoi je pose la question ? Se résigne à nouveau Alana. Ils arrivent enfin. Le châtaigle atterrit tout en douceur et tout le monde descend. L'attelage se détache. Le carrosse redevient une vraie citrouille qui reprend ses racines dans le potager, accolée à un immense chalet construit en aile de 3 étages de hauteur. Les multitudes de fenêtres éclairées témoignent du nombre impressionnant de pièces qu'il comporte. Victor, Alana et ses parents se trouvent sur les berges du lac. C'est Névalis ? On dirait un chalet de luxe comme en Suisse, c'est magnifique, dit la jeune sorcière émerveillée. Aucun non-sorcier n'est jamais venu ici ? Ils ne peuvent pas le voir comme notre maison ? Demande-t-elle en se tournant vers ses parents. Si des non-sorciers viennent ici, ce qui reste très peu probable, ils ne verront qu'un très vieux chalet qui tombe en ruine, répond Rob. Alors qu'ils continuent leur chemin, ils entendent divers sons d'animaux venant des montagnes alentours, quand tout à coup un hurlement lugubre et glaçant retentit. Ils sursautent tous. « Qu'est-ce que c'est » demanda Lana inquiète. « Un Wendigo. Je crois qu'ils savent que vous êtes là, » dit Victor s'adressant à Rob et Jeanne. « Je le crois aussi, » répond Rob en regardant vers un point sombre au loin. « Un Wendigo ? C'est quoi là-bas ? C'est extrêmement sombre. » « Alana, nous arrivons. Mais avant, il faut que je te dise, si tu sors, ne franchis jamais les limites de la montagne blanche. Ne va jamais vers ce point sombre. Tu m'entends ? Ordonne Victor qui affiche soudain un visage sévère et intransigeant. Pour information, c'est une sorte de loup-garou. Victor a raison, tu ne dois jamais aller là-bas. Tu n'es pas préparé et c'est extrêmement dangereux, renchérit son père. Mais il y a quoi là-bas à part des Wendigo et Dieu sait quoi encore comme créatures ? Pour l'instant, tu n'as pas besoin de le savoir. On t'expliquera tout en temps voulu, conclut Victor catégorique.
Alana se retourne vers ce point extrêmement noir et sa curiosité se trouve piquée au vif par tous ces mystères. Mais pas le temps de s'attarder. Ils sont à présent devant la porte du chalet. Tout à coup, l'anneau représentant une tête de loup avec lequel Victor a frappé 2 longs coups et un plus court se met en mouvement et demande d'une voix rauque. Le mot de passe. Si tu as le mot de passe, tu passes. Sinon, tu trépasses. Café liégeois, répond Victor sans aucune hésitation. Alana le regarde et ne peut s'empêcher d'éclater de rire. Quoi ? Demande Victor visiblement vexé. Je n'arrive pas à retenir les mots de passe et c'est mon dessert préféré. Non, non, rien. Vous me faites l'éloge de la magie tous les 3 et le premier mot de passe que j'entends, c'est café liégeois, éclate de rire Alana. La porte s'ouvre et ils entrent. Des bougies flottent contre les murs et s'allument toutes seules à leur passage, éclairant un immense couloir qui paraît sans fin. Des tentures rouges et d'autres bleues flottent devant les fenêtres. Le sol en marbre blanc et noir est si brillant que l'on peut s'y voir dedans. Il y a des cadres immenses de photos animées avec des personnages en situation, des peintures, mais aussi des tableaux épais dont les scènes sont faites à partir de papier plié en origami et eux aussi en mouvement. Certaines photos ont été prises lors de repas festifs, d'autres représentent des combats avec des créatures immondes et d'autres encore montrent des hommes posant avec femmes et enfants. Lorsqu'ils passent devant, certains les saluent d'un signe de tête. Comme ce personnage en papier qui vole sur un cheval à 8 jambes et qui leur fait des signes de la main. Plusieurs époques sont représentées au vu des tenues vestimentaires et des décors. Ce couloir compte une multitude de portes. Certaines ouvertes laissent voir des cheminées en pierre où une flambée crépite dans l'âtre. D'immenses canapés sont posés devant avec des plaids en fourrure blanche et des coussins imprimés eux aussi de photos de loups en train de courir dans la neige ou de louves couvant ses petits. Ils arrivent devant une très large marche en bois posée là qui ne mène nulle part. En levant la tête, Alana comprend que le chalet n'a pas l'air de comporter uniquement 3 étages. Victor et ses parents montent sur la marche et l'invitent à en faire de même. Le jeune sorcier demande le bureau de Gorsef et d'innombrables marches apparaissent, formant un escalier qui les conduit devant une porte où il est écrit « Ruben Gorsef, gardien de Névalis ». Il te suffit de monter sur la marche et de demander l'endroit où tu veux te rendre. L'escalier fait le reste. Il faut juste être clair, c'est un très vieil escalier et il est un peu dur d'oreille, sinon tu pourrais te retrouver sur le toit ou dans les cachots, explique Victor. Comme tu peux le voir, une fois arrivé à destination, l'escalier s'efface et il ne reste plus que l'unique marche. Il en est disposé différentes dans tout le chalet.